Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Loi immigration, une lourde défaite pour Macron et la Macronie éclatée. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail de réinformation en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Espace Agencement, Monique Leblanc, Caroline Darbini, Jean-Claude Descriado, Rodogune Petitpas, Luc Tobiana, Jojo Ando, AX LDD et André Lelièvre. Des fidèles parmi les fidèles, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour tous les gentils messages, les pouces levés et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Oui, j'étais absent quelques jours, j'étais chez ma mère et il est vrai que lorsqu'on est avec les parents, il est difficile de faire ce travail au quotidien parce que c'est un énorme boulot en effet. C'est plusieurs heures pour lire les journaux, monter, tourner. Donc quand je suis chez mes amis, je ne peux pas évidemment vous présenter ce journal. Mais voilà, vous remarquez le décor, je suis de retour en Bourgogne et je peux vous proposer donc les dernières nouvelles. Et c'est celle qui fait la une. La loi immigration finalement adoptée dans la douleur après 18 mois d'un parcours chaotique. Soutenu par les Républicains et le Rassemblement national, le texte voté mardi au Sénat puis à l'Assemblée a suscité une levée de boucliers au sein de l'aile gauche de la majorité. À tel point que les éditorialistes estiment qu'Emmanuel Macron a subi une lourde défaite. Loi immigration chamboule tout. L'éditorial de Vincent Trémollet de Villers, Emmanuel Macron a perdu sur tous les tableaux. Alors il a perdu parce que son autorité a été bafouée, c'était pas le projet qu'il voulait présenter à l'Assemblée nationale, mais également il voit se dessiner une nouvelle majorité, j'en parle dans un instant. Mais on va revenir en arrière sur ce qui s'était passé vendredi pour bien comprendre les enjeux. Il serait de bon ton de commencer à s'occuper du déficit. Elisabeth Borne recadre le maire après sa sortie sur l'immigration. En effet, Bruno Le Maire avait estimé qu'il fallait s'allier avec les LR et le Rassemblement national dans une certaine mesure pour voter le texte du Sénat. Elisabeth Borne voulait qu'il y ait négociation à la CMP, la commission mixte paritaire. Eh bien, c'est la ligne Bruno Le Maire qui l'a emporté sur l'ex-socialiste Elisabeth Borne. Nous sommes donc en présence de la fameuse escroquerie macroniste du en même temps. Il fait voter avec tambour et trompette une loi sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit loi sur immigration? Quelle est la connotation? Bien, on imagine que c'est pour limiter l'immigration, la stopper, voire réprimer l'immigration illégale. Eh bien, pas du tout. Cette loi n'avait pas cet objectif. Dans les faits, c'était pour légaliser l'immigration illégale, créer des appels d'air. Et vous avez une preuve d'ailleurs assez flagrante, c'était la gauche qui devait faire passer le texte. Mais voilà, la droite s'est rebiffée parce qu'elle a très bien compris que si elle votait ce texte, ça en était fini. Il y a une victime d'ailleurs de ce vote, c'est Gérald Darmanin. Loi immigration, Gérald Darmanin se félicite du vote du texte sans les voix du RN. Tiens, Darmanin a-t-il dit quelque chose de juste? A-t-il dit la vérité? On a l'habitude, quand Darmanin dit quelque chose, c'est un mensonge. Eh bien, la loi se vérifie une fois de plus. Si le RN avait voté contre, le texte de l'exécutif n'aurait pas été adopté. Emmanuel Macron avait pourtant dit qu'il n'en voulait pas des voix du Rassemblement national et Gérald Darmanin avait affirmé lui-même qu'il pouvait s'en passer. Il n'y aura pas de texte s'il n'y a pas de majorité sans le RN, a martelé donc le ministre de l'Intérieur mardi 19 décembre avant le vote solennel de l'Assemblée nationale sur sa loi immigration. Pourtant, sans les 88 voix du RN, dont le groupe a entièrement voté pour, le texte n'aurait obtenu que 261 voix, sur une majorité de 268. Et oui, chez les macronistes, on ne sait pas compter. S'ils avaient finalement décidé de voter contre, leurs 88 voix seraient alors venues s'ajouter aux 186 votes défavorables, faisant ainsi pencher la balance de l'autre côté et entraînant le rejet du texte. Alors, comme ils ont été pris en train de mentir, ils sont en train maintenant de rétro-pédaler. Immigration, Macron veut saisir lui-même le Conseil constitutionnel pour retirer certaines concessions à la droite. Mais il y a quelque chose de complètement dingue dans l'attitude d'Emmanuel Macron. Vous avez son Premier ministre, Elisabeth Borne, qui vient de dégainer son 23e 49.3. Et il saisit donc, ou il veut saisir le Conseil constitutionnel parce qu'une loi a été enfin votée
au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il se rend compte que c'est un flagrant délit de dérive autoritaire? Mais vous connaissez Emmanuel Macron, son autorité étant bafouée, il nous fait une grosse crise, non pas d'acné, mais d'autoritarisme. Et puis Emmanuel Macron est très inquiet sur le deuxième point, et c'est François-Xavier Bellamy qui le résume dans une certaine mesure. Le moyen inventé par le président de la République pour exclure du scrutin les parlementaires du RN est un précédent très inquiétant. Il n'y a aucune démocratie au monde où l'on ait le droit de lire le résultat d'un vote sans prendre en compte toutes les voix. Mais il faut lire entre les lignes du tweet de François-Xavier Bellamy. Même s'il ne le reconnaît pas officiellement, François-Xavier Bellamy défend le vote du Rassemblement national. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, qu'à l'Assemblée nationale, il y a une nouvelle majorité qui s'est dessinée, qui est d'ailleurs plébiscitée par les Français lorsqu'on regarde les sondages, qui va de l'aile droite de la Macronie aux Républicains jusqu'au Rassemblement national. Et vous comprenez donc la terreur d'Emmanuel Macron qui est en train de se faire doubler par la droite. Quant à la gauche, elle ne peut pas accepter de voter ce texte, donc elle hurle, elle veut revoir le vote sur la loi de l'immigration. Et certains font du chantage, comme Aurélien Rousseau. Loi immigration, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau présente sa démission pour s'opposer au texte droitisé. C'est aussi l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Dans ces conditions, on comprend qu'Emmanuel Macron soit dans une posture si difficile. Il a vu son autorité complètement bafouée, son coup politique échouer lamentablement, et pire, sa majorité se déchire, elle est au bord de l'éclatement, et il constate qu'une nouvelle majorité se dessine, qui va d'une partie des LaREM jusqu'au Rassemblement national. Oui, une véritable défaite, une lourde défaite pour Emmanuel Macron. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qui suscite tant de rejet de cette loi sur l'immigration? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous avons la CEDH qui empêchera un véritable contrôle de notre immigration. Mais regardons dans le détail les articles de loi. Le premier, le plus important, c'est celui qui permettait de régulariser massivement les clandestins. Cette loi immigration était une loi, je l'ai déjà dit, de régularisation des clandestins. Voyons le projet du gouvernement. Instauration d'un titre de séjour de plein droit pour les sans-papiers, donc les clandestins, travaillant dans des métiers en tension. Mais voilà, au Sénat, cet article a été modifié. Durcissement drastique de cette mesure de régularisation, instauration d'une caution obligatoire visant les étudiants étrangers pour obtenir un titre de séjour, obligation pour les étudiants étrangers de justifier tous les ans le sérieux de leurs études. Il faut savoir que ce genre de choses existe à peu près dans tous les pays du monde. À l'Assemblée nationale, ils avaient essayé de supprimer ce durcissement au Sénat, mais voilà, en commission mixte paritaire, ils ont repris le travail des sénateurs et ils ont ajouté vérification du casier judiciaire vierge, ajout de l'autonomie de la demande par rapport à l'employeur. Mais qui voulait qu'il y ait une instauration d'un titre de séjour de plein droit? Vous vous en doutez, c'était le MEDEF. Le patron du MEDEF assure que l'économie aura massivement besoin de travailleurs étrangers. Philippe Murer, quand il y a 5,5 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, on ne raconte pas de telles stupidités, à moins que votre objectif... Patrick Martin, soit d'essorer les Français en les concurrençant par des esclaves, oui, faire baisser les salaires. Est-ce qu'on doit s'étonner que le Parti socialiste et toutes ses associations migrationnistes soient sur la même ligne que le grand patronat? Non, bien évidemment, ce sont leurs attachés de presse, pour ceux qui en douteraient qu'ils regardent toutes les affaires de corruption depuis 30 ans avec les grandes entreprises. On va s'intéresser maintenant dans le détail sur les autres articles qui suscitent la colère des associations et de la gauche. Exclusion des personnes visées par une obligation de quitter le territoire français, les fameux OQTF, du droit à l'hébergement d'urgence. Adoption de l'essentiel de la mesure votée au Sénat, sauf dans l'attente de son éloignement. C'était une mesure qui était absente du texte initial. Vous avez également le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Alors là, c'est très important parce que c'était l'Union européenne qui avait fait en sorte que ce séjour irrégulier n'existe plus. Eh bien, il est rétabli dans la loi. Gouvernement, évidemment, c'était un article qui était absent du texte initial. Au Sénat, réinstauration du délit de séjour irrégulier, sanctionné d'une amende de 3 750 € et d'une peine de 3 ans d'interdiction du territoire. Et nous constatons
qu'à la commission mixte paritaire, eh bien, cette mesure a été adoptée et donc votée à l'Assemblée nationale. À cette liste non exhaustive, il faut ajouter d'autres articles comme la déchéance de nationalité en cas de tentative d'homicide sur les forces de l'ordre et la systématisation des obligations de quitter le territoire français au QTF pour les étrangers à qui on a refusé l'asile. Il faut aussi ajouter que le droit du sol n'est plus automatique. En effet, les étrangers qui donneraient naissance à un enfant ne seraient plus automatiquement français. Vous imaginez que toutes les associations se mettent à hurler. Mais il y a aussi un autre problème, la CEDH et le droit européen. Est-ce que cette loi immigration est en conformité avec le droit européen? Je ne crois pas. Mais est-ce que les Français vont se laisser déposséder de leur loi immigration? C'est encore un autre sujet. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde les sondages, les Français voulaient beaucoup plus de fermeté. Il est vrai que sur nos écrans, nous avons quotidiennement ce genre de faits. J'avais le choix entre me faire tuer ou faire ce qu'il me demandait de faire. Elle a été agressée par un homme sous OQTF et Claire témoigne sur BFM TV. Depuis ce matin, tout le monde politique parle du drame de Claire, agressée par un migrant sous OQTF. Étrangement, les comptes Twitter des féministes, Clémentine Autain et autres, préfèrent parler d'autre chose et évitent le sujet. Devinez pourquoi? Et oui, pourquoi voulez-vous que les féministes et autres partis de gauche se mettent à défendre les Français? Ils sont trop occupés. Ils sont déjà les porte-parole du MEDEF, ils sont plus ou moins les avocats des délinquants, et ils se font les porte-voix du wokisme américain. Est-ce qu'il leur reste du temps? Voyons, il faut être un petit peu sérieux. Et on va maintenant s'occuper de Mathilde Panot. J'avoue que cette séquence entre Marion Maréchal et Mathilde Panot doit rester absolument dans l'histoire. Quand un homme prend 9 coups de couteau au cri de sale blanc et sale guerre, pour Mathilde Panot, ce n'est pas du racisme anti-blanc, ce qui est une invention de l'extrême droite. Oui, il y a quelque chose de désespérant. Et puis il faut mettre cette séquence en parallèle avec Mathieu Slama. Le racisme anti-blanc est un concept qui n'est pas reconnu par aucun chercheur sérieux, mais il est martelé depuis des années par des figures de l'extrême droite. Nous vivons aujourd'hui leur grande victoire culturelle et c'est une catastrophe. Mathieu Slama fait ici l'illustration du livre de Mathieu Bock-Côté en ce que toute réfutation pensée en dehors du cadre de certains esprits étroits sera irrémédiablement taxée d'extrême droite. Ici, pour Édouard Philippe, le totalitarisme sans le goulag est bientôt sans cervelle, cervelet ou cervelas. Merci à Charles Gave, officiel Institut des Libertés. Mais il y a quand même une question, pourquoi il y a très peu de travaux, parce qu'il en existe justement des travaux sur le racisme anti-blanc. Mais qui détient généralement le pouvoir dans les facultés de sociologie? Ce sont des mandarins, généralement de gauche. Est-ce qu'ils vont permettre à des étudiants de travailler sur le racisme anti-blanc? Pas le moins du monde. Et lorsqu'il y a eu des étudiants de gauche, voire d'extrême gauche, qui ont voulu travailler dans le début des années 2000 sur l'immigration en Île-de-France, eh bien, ils ont été excommuniés, ils ont été incendiés par les journalistes de gauche. CQFD, vous vous doutez des raisons, c'est qu'ils allaient à l'encontre de la doxa officielle. Oui, on n'a pas le droit de travailler là-dessus. Alors, quand Mathieu Slama explique que cela n'existe pas, il me fait penser un petit peu à Pangloss. Il confond les causes et les conséquences. Mais on va travailler maintenant sur les manifestations de ce racisme anti-blanc. Prenez par exemple l'affaire de Grasse. Un centre de migrants est implanté dans une commune rurale de 3000 habitants. Résultat, hausse de l'insécurité et chute des prix de l'immobilier et du tourisme. Derrière les discours des fanatiques du vivre ensemble, le réel. Cette information est une très belle illustration de discrimination. En effet, les Français ont perdu le droit à la liberté d'expression. Est-ce que vous avez le droit sur les chaînes publiques, dans la presse aux ordres, de vous dire que vous êtes victime justement des politiques migratoires depuis 30 ans? Absolument pas. Et sur cette chaîne, nous en avons souvent débattu ensemble. Oui, les Français ont perdu le droit d'expression. Et d'ailleurs, c'est ce que montre dans une certaine mesure Mathieu Slama ou Mathilde Panot. Et il y a cette phrase d'Olivier Faure qui est assez, comment dirais-je, paradoxale et ironique. Loi immigration, il y a des gens qui vont payer des impôts, mais qui n'auront droit à rien, dénonce Olivier Faure. Qui sont ces gens? Eh bien, c'est ni plus ni moins les Français. Nous en avons une illustration avec Lucas. Lucas, 25 ans, meurt d'une septicémie après 10 heures passées aux urgences de hier. Sa famille porte plainte.
Et oui, les Français paient des impôts, ils n'ont pas le droit à des services de qualité, comme l'hôpital, comme le montre Lucas, mais on pourrait aussi ajouter l'éducation nationale, la sécurité, tandis que ceux qui nous dirigent vivent dans un autre monde. Où va-t-elle se faire soigner, par exemple, Brigitte Macron? À la PHP? Pas du tout. Brigitte Macron fait condamner Closer pour atteinte à la vie privée. Le magazine People avait révélé l'hospitalisation de la première dame à l'hôpital américain de Neuilly pour une opération de chirurgie esthétique en août 2019. Il devra lui verser 8 000 euros. Et lorsqu'on est fils d'eux, c'est-à-dire de ces gens-là, eh bien on va dans des écoles ultra sélectives et parfois très chères. Quant à la sécurité, elle est assurée par toute une série de vigiles. Et ce sont ces gens-là qui nous font la leçon. Prenez par exemple Aurélien Rousseau, qui menace de démissionner suite à la loi immigration. Eh bien, il ne démissionne pas pour les pénuries de médicaments vitaux. Il ne démissionne pas après avoir menti sur les effets secondaires qui, a-t-il dit, n'existent pas. Il ne démissionne pas quand Lucas, dont je viens de parler, un jeune de 25 ans, meurt aux urgences après 10 heures. Il ne démissionne pas quand les services de maternité et d'urgence ferment sur le territoire et que l'hôpital public est à bout. Il ne démissionne pas quand il a pris des mesures dans son ARS pendant le Covid qui a maltraité et mené au syndrome de glissement nos anciens morts seuls dans des EHPAD. Il démissionne pour faire un petit buzz de poloche. Ah oui, quelle honte. Il est incapable de reconnaître son bilan catastrophique, mais lorsqu'il s'agit de venir devant les caméras faire le beau, là, Aurélien Rousseau est présent. Et que penser de ce que nous affirme Elisabeth Borne. Elisabeth Borne refuse de restreindre les APL pour les immigrés car il y a des migrants qui n'arrivent pas à se loger à Paris. Mais dans quel monde vit-elle, l'ex-socialiste? Il y a plein de jeunes et moins jeunes Français qui n'arrivent plus à se loger à Paris et ailleurs. C'est une autre excellente raison d'arrêter d'importer de l'immigration qui nécessite toujours plus de logements. Et oui, il suffit de parcourir l'actualité pour constater que les Français subissent des discriminations dans leur pays. Prenons l'exemple du logement. Ah, je ne parle pas seulement de l'APL, mais lorsqu'un préfet réquisitionne des chambres d'hôtel et qu'il les réserve à des migrants, est-ce qu'il ne discrimine pas les Français qui sont à la rue? Est-ce que ces patrons qui font venir massivement des clandestins dans ces fameux secteurs en tension, est-ce qu'ils ne discriminent pas les Français qui sont au chômage? Il y a 5,7 millions de chômeurs. Parce que dans un pays normal, on prend ces chômeurs, on les forme, on leur donne des conditions de travail décentes. Mais conditions de travail décentes dit salaire plus élevé. Est-ce que c'est pas le but justement du patronat de faire baisser les salaires? Et puis il faudrait également évoquer l'apartheid judiciaire. Mais ça, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je l'ai traité dans de très nombreux entretiens. Et puis nous avons aussi évoqué la liberté d'expression. Voilà ce que subissent les Français au jour le jour sous le joug macroniste. Et la colère monte contre ce gouvernement, contre les autorités européennes. Quelles vont être les réponses donc d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne, de Ursula von der Leyen? Eh bien, toujours les mêmes, restreindre la liberté d'expression. Thierry Breton annonce ouvrir des procédures formelles d'infraction contre X possédé par Elon Musk, appelé autrefois Twitter, notamment pour contenu illicite et désinformation. Vous imaginez si on lançait des procédures formelles pour désinformation contre nos hommes politiques, est-ce qu'il y aurait un seul macroniste qui pourrait de nouveau se présenter sur les plateaux de télévision ? Je ne crois pas. Et ils sont à l'offensive un peu partout dans le monde, notamment contre Donald Trump. L'État profond est prêt à déclencher en effet des procédures contre Donald Trump. Présidentielle américaine 2024, Donald Trump est déclaré inéligible par la Cour suprême du Colorado. On verra ce que dit la Cour suprême, mais se débarrasser de la candidature de Trump, largement favorite des sondages, est un signe de panique évident de l'oligarchie. Cela entraînerait forcément une réaction forte et légitime du peuple américain pour faire échouer cette inéligibilité indigne. Bon, c'est la réponse du berger à la bergère. Joe Biden subit une procédure de destitution. On s'attendait donc que les démocrates prennent une décision forte contre Donald Trump. C'est fait. Mais est-ce que pour autant ils vont arrêter Donald Trump? Je ne crois pas parce que la décision du Colorado s'appuie sur une information erronée. Donald Trump n'a jamais appelé à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier. On pense que la Cour suprême va donc casser l'arrêt de la Cour suprême du Colorado. Mais qu'est-ce que cela montre? Il panique. Mais pour quelle raison il panique? Parce que de très nombreuses informations viennent mettre tout leur narratif à mal.
Plus de 170 des associés de haut niveau de Jeffrey Epstein seront nommés dans les documents judiciaires qui seront décelés dans les premiers jours de 2024. Janvier 2024 va être passionnant. Et puis, il y a la crise du Covid, notamment toutes ces doses qui partent à la poubelle. 4 milliards à la poubelle, pensez à payer vos impôts. Scandale des contrats Pfizer. Scandale des contrats d'achat des vaccins Covid. Au moins 215 millions de doses de vaccins Covid-19 achetées par les pays de l'Union européenne au plus fort de la pandémie ont depuis été jetés à un coût estimé pour le contribuable à 4 milliards d'euros. Et ce scandale n'est que la pointe de l'iceberg. On en saura un peu plus sur la signature des contrats entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla en 2024, puisqu'il y a de très nombreux procès. C'est le scandale du siècle. Et c'est pour cette raison que beaucoup sur les plateaux de télévision sont en train de refaire l'histoire. Ils ont peur. Je pense à Robert Sebag, par exemple. On n'a jamais dit que le vaccin du Covid empêchait la transmission. Non, il protège des formes graves. Si, vous l'avez dit, et c'est même le Premier ministre qui a propagé ce mensonge au journal de 20h. Et comment peut-on justifier le pass sanitaire si le vaccin ne protège pas de la transmission ? On se rappelle également de la campagne de presse organisée par le ministre de la Santé. Ils refont l'histoire, et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Allez, on va terminer ce journal sur une jolie affiche. Attention, village français, vous pénétrez à vos risques et périls. Ici, nous avons des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité. Certains ont même des cloches autour du cou. Des agriculteurs et des artisans qui travaillent pour vous faire manger. Si vous ne supportez pas ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Sinon, ici, vous y trouverez un bon accueil et beaucoup de convivialité. Voilà, on va terminer par cette belle image. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt.